Je suis le docteur Merceau, je vais vous présenter le cancer de la prostate en 2020. La prise en charge du cancer de la prostate en 2020, c'est plus du tout la même qu'au début des années 2000. Tout a changé, d'une part au niveau de la prise en charge, enfin du diagnostic pardon, et au niveau du traitement. Le cancer de la prostate, je vais juste faire une différence tout de suite, c'est complètement différent de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est deux maladies qui sont complètement différentes. L'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une hypertrophie, une grosseur de la prostate qui est bénigne, c'est pas un cancer. Alors que le cancer de la prostate, c'est une maladie grave, c'est un cancer. On passe beaucoup de temps en consultation à détricoter les croyances des patients. Souvent, ils confondent les diagnostics et les traitements. Donc là, on va parler que du cancer de la prostate. C'est fait que je vous parle de l'hypertrophie, il faudra me réinviter. J'ai aucun lien d'intérêt avec aucun laboratoire. Le cancer de la prostate, c'est un cancer qui touche les hommes de plus de 50 ans. C'est le cancer le plus fréquent. L'incidence, elle augmente parce qu'on est meilleur en termes de diagnostic. La mortalité, elle diminue parce qu'on est meilleur dans le traitement. En métropole, il y a environ 50 000 cas par an. Mais il y a toujours 9 000 personnes qui en décèdent. Et c'est ça, il faut qu'on s'améliore par rapport à ça. L'âge moyen du diagnostic, c'est environ 70 ans. En Nouvelle-Calédonie, on est un petit peu plus tôt. On est un petit peu plus précoce. Donc, est-ce qu'on est meilleur ou est-ce que c'est lié à une population? Ça, on n'a pas de réponse. Alors ça, les patients adorent. C'est les facteurs de risque. Ils me demandent qu'est-ce que je dois faire, docteur, pour éviter un cancer. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et des facteurs de risque qui sont non modifiables. Les facteurs de risque qui sont non modifiables, en fait, c'est l'âge. Bah oui, plus on vieillit, plus on a un risque d'avoir un cancer de la prostate. Il y a également la génétique. Si on a des parents, un père, un frère, un cousin, un fils qui a un cancer de la prostate, on a plus de risques d'avoir un cancer de la prostate. Mais il y a également les cancers du sein. C'est pour ça qu'il faut les rechercher à l'interrogatoire. Est-ce que le patient a une sœur, a une mère qui a un antécédent de cancer du sein? Il y a également les cancers du côlon. Il y a des maladies qui sont liées. Donc il faut les rechercher. Ensuite, il y a les facteurs de risque qui sont modifiables. Alors si un patient vous demande qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'avoir un cancer de la prostate, bah, vous pouvez lui sortir déjà tout ça. Donc il y a ce qui augmente et ce qui diminue. Donc quand on boit trop d'alcool, ou alors pas assez d'alcool, c'est une revue de la bibliographie, c'est des preuves qui sont plutôt faibles, c'est très difficile d'avoir des facteurs de risque qui sont vraiment avérés. Quand on mange trop de laitage, quand on mange trop de friture, quand on mange trop de viande, quand on a une carence en vitamine D ou alors quand on prend trop de vitamine D, c'est des facteurs de risque d'avoir un cancer de la prostate. Qu'est-ce qui diminue le risque du cancer de la prostate? C'est les aliments qui sont rouges. Donc c'est le lycopène, c'est un colorant alimentaire naturel, qui colore les aliments rouges. Donc la tomate, la pastèque, le pamplemousse, la goyave, la papaye, le poivron rouge. Tout ça, c'est des aliments qui vont diminuer le risque du cancer de la prostate. Et il y a également ce qu'on appelle les phytoestrogènes, c'est le soja, les graines de lin, les oléagineux, les noix. Donc ça, les patients sont de plus en plus demandeurs d'informations. Et donc il faut leur donner parce que ça fonctionne. Donc je vais revenir faire une présentation sur le cancer de la prostate en 15 minutes, c'est impossible. Je ne pourrais pas être exhaustif, donc j'ai choisi certains éléments qui pour moi sont importants. Le PSA. Le PSA, c'est une prise de sang. C'est la prise de sang qu'on doit faire chez tous les hommes à partir de 50 ans, de 50 à 75 ans. Ça, c'est pour le dépistage individuel du cancer de la prostate, c'est très important. Le PSA, en fait, ça va être un examen de dépistage, mais il est bien meilleur dans la surveillance du cancer de la prostate, dans la surveillance du traitement. On s'en sert en fait pour dépister. Donc, il y a le seuil, on dit que si on a un seuil supérieur à 4,
on a un risque supérieur d'avoir un cancer de la prostate. Et donc si le seuil est inférieur à 4, on dit bah non, c'est bon. Et donc les patients ont cette croyance-là, mais en fait c'est faux. On a remarqué que si vous avez un PSA par exemple entre 3 et 4, bah, vous avez 25% de risque d'avoir un cancer de la prostate. Donc vous n'êtes pas à 0. Si vous avez un PSA entre 1 et 2, vous êtes à 17% de risque. Donc vous n'êtes pas à 0. Il faut l'expliquer aux patients. Il ne faut pas prendre le PSA à un instant T, c'est pas possible. Il faut le prendre dans sa cinétique. Comment il évolue? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il augmente? Ou est-ce qu'il diminue? C'est pour ça qu'il faut répéter les dosages de PSA pour avoir une cinétique. C'est hyper important. Dans le cadre du diagnostic, on avait tendance à faire ce qu'on appelle le PSA libre sur PSA total. Certains patients en fait avaient un PSA supérieur à 4, on faisait un toucher rectal, pas de nodule, alors on était embêté, est-ce qu'on les envoie au biopsie de prostate? Est-ce qu'on fait rien? Donc on faisait ce qu'on appelle PSA libre sur PSA total, ça nous donnait un rapport. Et on voyait si le PSA, si ce rapport était inférieur à 22%, c'est comme ça, c'était plus en faveur d'un cancer de la prostate. En fait, on ne le fait plus, et en fait il ne faut plus le faire, parce que le PSA il est thermolabile, et les conditions de conservation après la prise de sang sont différentes entre les laboratoires. C'est évident. Et donc, vous allez avoir une modification, vous allez avoir en fait des faux positifs ou des faux négatifs qui vont nous induire en erreur. Et donc, le PSA sur PSA total, il faut mieux plus le faire, parce que ça nous induit en erreur. À la place, dans cette impasse diagnostique, il y a l'IRM qui est arrivé. L'IRM, en fait, ça nous a permis de faire un bond majeur dans le diagnostic précoce du cancer de la prostate. On est bien meilleur grâce à l'IRM. Ça permet de détecter 90 à 95% des cancers de la prostate cliniquement significatifs. Et en fait, c'est hyper important parce que on découvre des PSA de plus en plus tôt, des cancers de la prostate de plus en plus tôt, et donc on va pouvoir avoir un traitement qui soit beaucoup plus précis pour chaque patient, beaucoup plus adapté pour chaque patient. C'est ça la médecine de demain, c'est une médecine qui est personnalisée. Donc là je vous ai mis deux exemples d'IRM, une où effectivement c'est le signe de la flèche, on voit bien où il y a le cancer de la prostate, mais c'est vraiment un examen qui nous a permis de passer un cap dans le diagnostic précoce du cancer de la prostate. Donc, au niveau de la prise en charge, dans la prise en charge du cancer, il y a l'espérance de vie, il y a aussi la qualité de vie. Maintenant, on ne parle plus de cancer, de prise en charge de cancer de manière générale, sans parler de la qualité de vie du patient. Oui, on peut tout traiter, on peut tout faire, mais il faut penser, il faut mettre en avant la qualité de vie du patient. Il ne faut pas qu'elle soit atteinte. Donc, quand on découvre un cancer de la prostate chez un patient, qu'est-ce qu'on fait? Il vient parce qu'il a un PSA qui est augmenté, on lui fait un toucher rectal, il y a un nodule ou il n'y a pas de nodule, ça c'est pas un problème. On fait une IRM. À l'IRM, il y a un nodule qui est suspect. On fait des biopsies de la prostate. Donc les biopsies de la prostate, l'anapathe va nous dire quel type de cancer est-ce que c'est, quel risque de cancer est-ce que c'est. Est-ce que c'est un risque faible? Est-ce que c'est un risque moyen? Ou est-ce que c'est un haut risque? En fait, on parle de risque de métastase. Est-ce que le cancer va métastaser rapidement, moyennement rapidement ou très rapidement, ou rapidement du tout. Et en fonction de ce risque, en fonction de ces résultats anapathes, on va faire un bilan d'extension. Est-ce que le cancer est localisé que au niveau de la prostate ou est-ce qu'il est déjà métastatique? Est-ce que le patient, donc l'âge du patient, et ses comorbidités. L'âge du patient sur sa carte d'identité et l'âge physiologique, c'est pas du tout la même chose. Il faut bien sûr prendre en compte toutes ces comorbidités, c'est extrêmement important. Donc une fois qu'on a fait ce screening, on présente bien sûr en dossier de RCP, ça c'est recommandé, et on propose une prise en charge. Cette prise en charge-là, donc pour chaque risque, donc ça c'est pour un cancer de la prostate localisé, c'est pas métastatique.
quel est le risque du patient? Est-ce que c'est un risque faible? Est-ce que c'est un risque modéré? Est-ce que c'est un haut risque? Que vous soyez soigné à New York, à Paris ou à Nouméa, on va vous proposer ça. On est tous d'accord, on a des très bons résultats. Donc si le risque est faible, et je vais insister là-dessus, on a une nouvelle arme thérapeutique, si on peut parler de ça, c'est la surveillance active. On a remarqué, et donc ça c'est, on ne fait pas ça depuis peu de temps, mais ça commence à s'imposer de plus en plus, pour les risques faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la prostate est un cancer qui est lent à se développer. Et donc, on peut avoir un patient qui a un cancer de la prostate faible risque, et on lui dit, monsieur, on va vous laisser votre cancer à l'intérieur, on va vous surveiller. On ne va pas vous surveiller, on va se revoir dans un an. Non, non. On va avoir une surveillance qui soit stricte, avec un dosage de PSA régulier, avec une IRM régulière, avec des nouvelles biopsies de prostate. Le but, c'est de ne pas être sous-diagnostiqué. C'est que le patient, en fait, on ne soit pas passé à côté d'un risque modéré ou d'un risque haut. Le but, c'est d'avoir une fenêtre de curabilité et de surveiller le patient. Parce que si jamais on voit qu'il évolue, que son PSA augmente, qu'au toucher rectal, il y a un nodule, que quand on refait des biopsies, au final, il est en haut risque, qu'on puisse le traiter sans qu'il y ait de risque de métastase, sans qu'il y ait de risque de séquelles pour lui. Et ça, c'est hyper important. Cette notion de surveillance active, ça nous permet de déplacer le moment du traitement. Et on arrive à garder des patients 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans traitement. Et là, on maintient une qualité de vie qui est parfaite pour le patient. On ne s'agrège pas son espérance de vie, et il y a une qualité de vie qui est géniale. Donc c'est hyper important. Après, ce qui est en train de se développer, c'est surtout pour les risques hauts. Donc ça, c'est généralement des cancers qui sont très agressifs. Donc on propose ce qu'on appelle un traitement multimodal. C'est qu'en fait, on va proposer de la chirurgie aux patients. Et on sait que malheureusement, dans certains cas, on ne va pas pouvoir retirer tout le cancer. Donc s'il en reste à l'intérieur, on va pouvoir en fait avoir une seconde arme thérapeutique qui est la radiothérapie associée avec une hormonothérapie. C'est ce qu'on appelle le traitement multimodal. On a de bons résultats par rapport à ça. Concernant, donc là, j'ai parlé du cancer localisé, je vais parler du cancer métastatique. Quand on fait le diagnostic du cancer de la prostate, il y a 15% des patients qui sont d'emblée métastatiques. Ça, c'est un échec pour nous. C'est-à-dire qu'on a mal fait notre travail, il faut qu'on s'améliore. C'est pas possible, c'est pas normal qu'il y ait actuellement en 2020 15% des patients qui ont des coupes métastatiques. On a été mauvais. Ce sont des cancers généralement qui sont agressifs, plutôt de mauvais pronostics, et symptomatiques. Le taux de survie à 5 ans, il est faible, il est de 29%. Et en fait, ces patients-là, comment est-ce qu'on les traitait? Donc, s'ils avaient des petits volumes métastatiques, on les orientait vers une hormonothérapie, une hormonothérapie de première génération. Et s'ils avaient des gros volumes métastatiques, on les mettait sous chimiothérapie, sous docétaxel, avec une altération de la qualité de vie, avec des effets secondaires qui sont majeurs. Et puis est arrivée l'hormonothérapie de seconde génération, qui en fait est un traitement qui est extraordinaire, entre guillemets, puisque les patients, en fait, on a amélioré les patients, vous voyez sur cette courbe, la courbe grise, c'est une hormonothérapie simple. La courbe noire, c'est une hormonothérapie associée à cette fameuse hormonothérapie de seconde génération, et qui a permis en fait de modifier l'hazard ratio à 0,62. En fait, ce résultat, il est majeur. Ce résultat, la médiane de survie, elle n'est même pas atteinte au bout de 42 mois de traitement. Ça veut dire que c'est un très très bon traitement. Ces patients-là, qui, je ne dirais pas qu'ils étaient condamnés, mais en fait, on leur offre une arme thérapeutique qui est vraiment majeure. On a l'AMM que depuis fin 2019. Et donc, c'est un traitement qui est tout nouveau. On en prescrit et comme je vous dis, on a environ 15 patients tous les ans qui nous arrivent avec des cancers métastatiques d'emblée. On avait des problèmes diagnostiques avec certains patients. C'est des patients qu'on avait traités. Donc, c'est des patients en fait qui avaient un cancer de la prostate localisé.
donc qui n'étaient pas éligibles à une surveillance active, et donc on devait les traiter de manière locale. Actuellement, c'est soit la chirurgie, soit la radiothérapie ou curithérapie. Et si après le traitement, donc on surveille le patient avec le PSA. Le PSA, je vous ai dit, c'est un très très bon marqueur pour surveiller la récidive du cancer de la prostate. Et en fait, le PSA, il augmente. Donc le PSA, il augmente, on se dit, la maladie, elle est en train de revenir. Mais est-ce qu'elle revient sur là où était la prostate, ou est-ce que c'est une maladie qui était métastatique? Le seul moyen de savoir à l'époque, entre guillemets, c'était de proposer aux patients soit une scintigraphie osseuse, soit un PET scan. L'inconvénient, c'est qu'on était obligé d'attendre qu'il y ait une élévation qui soit assez suffisante du PSA pour que l'examen soit sensible. Et donc le patient venait, il avait un PSA à 0,4, puis 3 mois après à 0,6, puis 6 mois après à 1, et on devait attendre parfois 2 pour qu'on puisse envoyer le patient à Sydney pour qu'il fasse son examen, et on n'était pas sûr d'avoir une réponse. Donc c'était du stress. C'est un patient qui est anxieux, c'est des patients généralement qui sont actifs, donc une altération de leur travail. Enfin, c'est très difficile à gérer. On leur disait, on pense que le cancer y revient, mais on ne sait pas où. Et donc c'est assez stressant. Et donc il y a un examen qu'on appelle le PET-PSMA. Donc on y a accès grâce à Sydney. La France a mis beaucoup de temps, elle a vraiment un cran de retard sur l'accès à ce qu'on appelle le PET-PSMA. Ils commencent à essayer de rattraper leur retard, mais ils ont un petit peu de mal. En tout cas, le PET-PSMA, en fait, ça permet d'avoir une sensibilité et de faire un diagnostic précoce de récidive du cancer de la prostate. Et donc, si c'est une récidive locale, on peut proposer au patient une radiothérapie sur la loge de prostatectomie. Si c'est une récidive unique sur un os, on peut lui proposer une radiothérapie. Donc, ça permet vraiment d'améliorer le diagnostic de récidive du cancer et également son traitement. Et le petit bonus, c'est qu'ils sont en train de développer un traceur. Donc, comment ça fonctionne le PET-PSMA? En fait, ça se fixe uniquement sur les lésions qui sont cancéreuses. Et ils sont en train de développer un traceur qui pourra être fixé et qui pourra traiter la tumeur. Donc en plus de la détecter, on pourra la détruire. Et ça, ce sera une avancée qui sera majeure. Et on a accès grâce à ça, donc c'est à 3 heures d'avion à Sydney. Donc c'est hyper intéressant et hyper bénéfique. Ça, c'est une diapositive du registre du cancer de la Nouvelle-Calédonie. À droite, vous voyez le camembert vert et on voit en fait les stades de diagnostic. Dans 78% des cas, le diagnostic du cancer de la prostate, il est localisé. Donc là, on a bien fait notre travail. On va pouvoir traiter de manière efficace les patients. Dans environ 12% des cas, parce que c'est ce qui est orange et ce qui est rouge, après ce qui est bleu, c'est indéterminé, donc on ne peut pas le décrire. C'est un stade qui est régional ou métastatique, donc ganglionnaire ou métastatique, et là en fait on a été mauvais. Il faut qu'on soit meilleur. Il faut que dans le diagnostic du cancer de la prostate, il faut qu'on soit meilleur. Il y a une différence entre les provinces. Les patients de la province sud sont mieux dépistés pour le cancer de la prostate. Les patients en province du Nord ou en province des îles sont moins bien dépistés. Donc il faut qu'on travaille par rapport à ça, il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait un dépistage urologique qui soit meilleur dans la province Nord et dans la province des îles. C'est vraiment, je pense que c'est là où il faut qu'on travaille et qu'on s'améliore. Merci. Merci Nicolas pour le timing parfaitement respecté. J'ai le micro, je vais poser la première question et puis après je... RCP, ça c'est recommandé, et on propose une prise en charge. Cette prise en charge-là, donc pour chaque risque, donc ça c'est pour un cancer de la prostate localisé, c'est pas métastatique. Quel est le risque du patient? Est-ce que c'est un risque faible? Est-ce que c'est un risque modéré? Est-ce que c'est un haut risque? Que vous soyez soigné à New York, à Paris ou à Nouméa, on va vous proposer ça. On est tous d'accord, on a des très bons résultats. Donc si le risque est faible, et je vais insister là-dessus, on a une nouvelle arme thérapeutique, si on peut parler de ça,
c'est la surveillance active. On a remarqué, et donc ça c'est, on ne fait pas ça depuis peu de temps, mais ça commence à s'imposer de plus en plus, pour les risques faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la prostate est un cancer qui est lent à se développer. Et donc, on peut avoir un patient qui a un cancer de la prostate faible risque, et on lui dit, monsieur, on va vous laisser votre cancer à l'intérieur, et on va vous surveiller. On ne va pas vous surveiller, on va se revoir dans un an. Non, non. On va avoir une surveillance qui soit stricte, avec un dosage de PSA régulier, avec une IRM régulière, avec des nouvelles biopsies de prostate. Le but, c'est de ne pas être sous-diagnostiqué. C'est que le patient, en fait, on ne soit pas passé à côté d'un risque modéré ou d'un risque haut. Le but, c'est d'avoir une fenêtre de curabilité et de surveiller le patient. Parce que si jamais on voit qu'il évolue, que son PSA augmente, qu'au toucher rectal, il y a un nodule, que quand on refait des biopsies, au final, il est en haut risque, qu'on puisse le traiter sans qu'il y ait de risque de métastase, sans qu'il y ait de risque de séquelles pour lui. Et ça, c'est hyper important. Cette notion de surveillance active, ça nous permet de déplacer le moment du traitement. Et on arrive à garder des patients 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans traitement. Et là, on maintient une qualité de vie qui est parfaite pour le patient. On ne s'agrège pas son espérance de vie, et il y a une qualité de vie qui est géniale. Donc c'est hyper important. Après, ce qui est en train de se développer, c'est surtout pour les risques hauts. Donc ça, c'est généralement des cancers qui sont très agressifs. Donc on propose ce qu'on appelle un traitement multimodal. C'est qu'en fait, on va proposer de la chirurgie au patient. Et on sait que malheureusement, dans certains cas, on ne va pas pouvoir retirer tout le cancer. Donc s'il en reste à l'intérieur, on va pouvoir en fait avoir une seconde arme thérapeutique qui est la radiothérapie associée à une hormonothérapie. C'est ce qu'on appelle le traitement multimodal. On a de bons résultats par rapport à ça. Concernant, donc là, j'ai parlé du cancer localisé, je vais parler du cancer métastatique. Quand on fait le diagnostic du cancer de la prostate, il y a 15% des patients qui sont d'emblée métastatiques. Ça, c'est un échec pour nous. C'est-à-dire qu'on a mal fait notre travail, il faut qu'on s'améliore. C'est pas possible, c'est pas normal qu'il y ait actuellement en 2020 15% des patients qui ont des coupes métastatiques. On a été mauvais. Ce sont des cancers généralement qui sont agressifs, plutôt de mauvais pronostics, et symptomatiques. Le taux de survie à 5 ans, il est faible, il est de 29%. Et en fait, ces patients-là, comment est-ce qu'on les traitait? Donc, s'ils avaient des petits volumes métastatiques, on les orientait vers une hormonothérapie, une hormonothérapie de première génération. Et s'ils avaient des gros volumes métastatiques, on les mettait sous chimiothérapie, sous docétaxel, avec une altération de la qualité de vie, avec des effets secondaires qui sont majeurs. Et puis est arrivée l'hormonothérapie de seconde génération, qui en fait est un traitement qui est extraordinaire, entre guillemets, puisque les patients, en fait, on a amélioré les patients, vous voyez sur cette courbe, la courbe grise, c'est une hormonothérapie simple. La courbe noire, c'est une hormonothérapie associée à cette fameuse hormonothérapie de seconde génération, et qui a permis en fait de modifier l'hazard ratio à 0,62. En fait, ce résultat, il est majeur. Ce résultat, la médiane de survie, elle n'est même pas atteinte au bout de 42 mois de traitement. Ça veut dire que c'est un très très bon traitement. Ces patients-là, qui, je ne dirais pas qu'ils étaient condamnés, mais en fait on leur offre une arme thérapeutique qui est vraiment majeure. On a l'AMM que depuis fin 2019. Et donc c'est un traitement qui est tout nouveau. On en prescrit et comme je vous dis, on a environ 15 patients tous les ans qui nous arrivent avec des cancers métastatiques d'emblée. On avait des problèmes diagnostiques avec certains patients. C'est des patients qu'on avait traités. Donc c'est des patients en fait qui avaient un cancer de la prostate localisé, donc qui n'étaient pas éligibles à une surveillance active. Et donc, on devait les traiter de manière locale. Actuellement, c'est soit la chirurgie, soit la radiothérapie ou curithérapie. Et si après le traitement, donc on surveille le patient avec le PSA. Le PSA, je vous ai dit, c'est un très très bon marqueur pour surveiller
la récidive du cancer de la prostate. Et en fait, le PSA, il augmente. Donc le PSA, il augmente, on se dit, la maladie, elle est en train de revenir. Mais est-ce qu'elle revient sur là où était la prostate, ou est-ce que c'est une maladie qui était métastatique? Le seul moyen de savoir à l'époque, entre guillemets, c'était de proposer aux patients soit une scintigraphie osseuse, soit un PET scan. L'inconvénient, c'est qu'on était obligé d'attendre qu'il y ait une élévation qui soit assez suffisante du PSA pour que l'examen soit sensible. Et donc le patient venait, il avait un PSA à 0,4, puis 3 mois après à 0,6, puis 6 mois après à 1, et on devait attendre parfois 2 pour qu'on puisse envoyer le patient à Sydney pour qu'il fasse son examen, et on n'était pas sûr d'avoir une réponse. Donc c'était du stress. C'est un patient qui est anxieux, c'est des patients généralement qui sont actifs, donc une altération de leur travail. Enfin, c'est très difficile à gérer. On leur disait, on pense que le cancer il revient, mais on ne sait pas où. Et donc c'est assez stressant. Et donc il y a un examen qu'on appelle le PET-PSMA. Donc on y a accès grâce à Sydney. La France a mis beaucoup de temps, elle a vraiment un cran de retard sur l'accès à ce qu'on appelle le PET-PSMA. Ils commencent à essayer de rattraper leur retard, mais ils ont un petit peu de mal. En tout cas, le PET-PSMA, en fait, ça permet d'avoir une sensibilité et de faire un diagnostic précoce de récidive du cancer de la prostate. Et donc, si c'est une récidive locale, on peut proposer au patient une radiothérapie sur la loge de prostatectomie. Si c'est une récidive unique sur un os, on peut lui proposer une radiothérapie. Donc, ça permet vraiment d'améliorer le diagnostic de récidive du cancer et également son traitement. Et le petit bonus, c'est qu'ils sont en train de développer un traceur. Donc, comment ça fonctionne le PET-PSMA? En fait, ça se fixe uniquement sur les lésions qui sont cancéreuses. Et ils sont en train de développer un traceur qui pourra être fixé et qui pourra traiter la tumeur. Donc en plus de la détecter, on pourra la détruire. Et ça, ce sera une avancée qui sera majeure. Et on a accès grâce à ça, donc c'est à 3 heures d'avion à Sydney. Donc c'est hyper intéressant et hyper bénéfique. Ça, c'est une diapositive du registre du cancer de la Nouvelle-Calédonie. À droite, vous voyez le camembert vert et on voit en fait les stades de diagnostic. Dans 78% des cas, le diagnostic du cancer de la prostate, il est localisé. Donc là, on a bien fait notre travail. On va pouvoir traiter de manière efficace les patients. Dans environ 12% des cas, parce que c'est ce qui est orange et ce qui est rouge, après ce qui est bleu, c'est indéterminé, donc non, on ne peut pas le décrire. C'est un stade qui est régional ou métastatique, donc ganglionnaire ou métastatique, et là en fait on a été mauvais. Il faut qu'on soit meilleur. Il faut que dans le diagnostic du cancer de la prostate, il faut qu'on soit meilleur. Il y a une différence entre les provinces. Les patients de la province sud sont mieux dépistés pour le cancer de la prostate. Les patients en province du Nord ou en province des îles sont moins bien dépistés. Donc il faut qu'on travaille par rapport à ça, il faut qu'il y ait une présence, il faut qu'il y ait un dépistage urologique qui soit meilleur dans la province Nord et dans la province des îles. C'est vraiment, je pense que c'est là où il faut qu'on travaille et qu'on s'améliore. Merci.